Les voyageurs descendent en Rabasca à Fort-Témiscamingue. Mettant en vedette Jean-Claude Carrière dans le rôle du Grand Sec. Maurice Chartrand dans le rôle de Loup d'hiver. Martin Étier dans le rôle de Brûlot. Jacques Larouche dans le rôle du Hibou. Alexandre Lavoie dans les rôles de Monsieur James Cameron et Mathurin. Yves Rançon dans le rôle du Sanglier. Diane Rivard dans le rôle de Lady Anne Hopkins. Martin Robert dans le rôle du Renard. André Saint-Onge dans le rôle du Conteur. Mario Trudel dans le rôle du Précautionneux. Et Gérard Vachon dans le rôle du Rossignol. Épisode numéro 12, le rendez-vous des voyageurs, deuxième partie. Avec la participation de Charles Barrette dans le rôle de Gabriel des Deux Pignons, Maurice Étier dans le rôle de Monsieur Lavant, Laurent Naquers dans le rôle du Bretteux, Lily-Paul Neveu dans le rôle de Lady Cameron et Vincent Maillet dans le rôle de Jean Joly Neveu. Sur une pointe que les Anishinabés ont nommée Obadiwan, on bâtit Fort-Témiscamingue. À coups d'aviron, les anciens coureurs des bois se transforment en voyageurs et de saison en saison poursuivent leur chemin sur l'Outaouais qu'on appelait alors la Grande Rivière. C'est maintenant au gré des chansons, de ces légendes qui peuplent encore l'imaginaire et teindre notre folklore que nous vous présentons cette soirée. Dédiée à ces grands hommes habités d'un courage exceptionnel, d'un goût de liberté et d'une témérité à n'en faire pâlir plus d'un. Place au spectacle. On a participé pendant des mois dans les bandes, j'espère que ça a paru. Pas mal d'or. Et maintenant, place à nos voyageurs. J'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai rencontré trois jolies demoiselles. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. C'est l'avion qui nous mène, c'est l'avion qui nous mène en haut. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pas choisi, mais j'ai pris la belle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. C'est l'avion qui nous mène, c'est l'avion qui nous mène en haut. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Je la fis monter derrière moi sur ma selle. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. C'est l'avion qui nous mène, c'est l'avion qui nous mène en haut. Au bout de 100 lieues, elle me demandit à boire. Au bout d'un lieu, elle me demande à voir. Je l'amenai auprès d'une fontaine. C'est l'avion qui nous mène, c'est l'avion qui nous mène en haut. Je l'amenai auprès d'une fontaine. Je l'ai menée auprès d'une fontaine. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut point boire. C'est l'avion qui nous mène, c'est l'avion qui nous mène en haut. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut point boire. Lorsqu'elle fut là, elle ne voulut pas voir. Je l'amenai au logis de son
son père. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Je l'ai amené au logis de son père. Je l'ai amené au logis de son père. Lorsqu'elle fut là, elle buvait à plein verre. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène. De son père et sa mère. Et à la santé de vous tous, mes frères et sœurs. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter les membres de l'association de canoë-caltique du lac Témiscamingue qui ont eu une idée folle de vivre, la vie du voyageur en partant de la hauteur des terres depuis le 17 juillet jusqu'à aujourd'hui à Port Témiscamingue. L'idée est venue d'un rêveur qui labourait son champ, le compteur. Il est venu voir un jour le grand sec, qui est maintenant sec, il est plus tout trempe. On s'est assis, puis on a pondu un projet, puis on s'est promené, on a visité des localités, et on était reçus comme des rois. Alors le voyageur, à part que l'emmener de la marchandise et les fourrures, avait aussi du courrier. Il nous reste une lettre à lire, celle de Ville-Marie. Alors, pour vous montrer comment on faisait ça, on va la lire. Merci. Alors, Ville-Marie, mercredi le 23 juillet 2003, chers dirigeants de Fort Témiscamingue, nous attendons avec impatience l'arrivée des voyageurs prévus pour demain à la plage municipale de la bourgade de Ville-Marie. Aujourd'hui, la température est plutôt maussade. J'espère que le temps sera plus clément pour les recevoir, malheureusement. Les participants ne tiennent plus en place car ils ont la chance d'être les invités d'honneur pour le temps d'une pipée. Ils sont au nombre de 6. Le but du projet est de développer leurs qualités personnelles et leurs compétences professionnelles, ce, tout en acquérant une expérience de service communautaire. Ce projet s'étale sur une durée de 9 mois et vise le retour à l'école ou sur le marché du travail des participants et participantes. Bien à vous, Guylaine Brassard, la coordonnatrice du projet Mural. Certainement. Les gens se demandent souvent, c'est quoi un voyageur, c'est quoi un coureur des bois? On mélange de tout. Mais j'ai un compteur qui va vous expliquer ça. À toi, compteur. Ah oui, compteur, t'es capable! Oui, c'est trop bien. Vas-y! Oh, dictez-les! Il y a une grosse tache en dessous de tes fesses. Il y a une grosse tache cachée derrière ta scène. Bonsoir. Dans la traite des fourrures, je vais prendre... Hey! T'as pas dit bonsoir aux personnes importantes? Bonsoir, Jean du pays. Alors, dans la traite des fourrures, je vais prendre 5 mots de vocabulaire et je vais essayer de les étirer un petit peu pour les expliquer afin que vous saisissiez un petit peu notre rôle. Je vais prendre le terme coureur de bois, voyageur hivernant, dans un premier temps. Vous avez souvent entendu parler que Radisson des Groseilliers était des coureurs de bois. En effet, le coureur de bois, d'habitude, c'était un jeune homme qui avait vu arriver à Montréal de nombreux ballots de fourrure et avait vu également que les propriétaires faisaient passablement d'argent. Alors, un rêve leur vient d'eux aussi partir. Donc, ce jeune homme se trouve un camarade, s'achète du matériel de traite, des hachettes, du fil de laiton, des hameçons, des perles, des ciseaux à glace, s'est empaqueté et hop, pour les pays d'en haut. Aussi vite que ça. Et là, dans les pays d'en haut, et ça c'est nos régions ici, il troque, c'est-à-dire échange direct avec l'Amérindien. Et attention, les plus belles peaux. Et ce coureur de bois, donc, a parti très vite, sans permis de traite, sans congé de traite. C'est-à-dire qu'il fonctionne, il traite, il troque dans l'illégalité. C'est ça, un coureur de bois. Le coureur de bois travaille pour son propre compte. Et ça, on rencontre ça
à toutes les époques, en fin de compte. OK? Le voyageur, lui, c'est très différent. Le voyageur, c'est un engagé auprès d'une compagnie de fourrure, soit la compagnie du Nord-Ouest, la compagnie XY, la compagnie de la baie du Thon, et peut-être même la compagnie du Nord. Et il s'engage devant notaire à des termes et conditions spécifiques, il signe son nom, et puis il accepte de transporter des ballots de marchandises manufacturées d'Europe jusque dans les postes de traite. Une fois dans les postes de traite, il reprend les ballots, des gros ballots, comme ça, des gros ballots de fourrure, et puis il les rapporte à la Chine. Et cette fourrure-là s'en va sur le marché européen où on fait des manteaux, mais surtout les fameux chapeaux dont monsieur porte actuellement. Et plus haut, monsieur, est ton chapeau, plus que tu es une personnalité respectable. Donc, monsieur a un haut chapeau, donc il était un homme très respectable. C'est ça, le voyageur. Et si on le compare à nos jours, c'est exactement le camionneur à gage pour une compagnie de transport. Il n'est pas propriétaire du camion, il n'est pas propriétaire de la remorque, il n'est pas propriétaire de la charge qu'il transporte. Mais il part, il peut aller chercher du bois de construction en Abitibi, et hop, le lendemain matin, on le retrouve à Détroit. Puis il revient aussi vite. C'est ça, le voyageur. Et il est à contrat, il n'appartient à rien, et c'est un salarié, comme le voyageur. C'est clair? Donc j'ai distingué entre le coureur de bois qui travaille à son compte dans l'illégalité, et le voyageur qui, lui, travaille à contrat pour une compagnie pour transporter. Il fait du va-et-vient, il avironne du soir au matin. C'est ça, sa tâche. Puis, à mesure que la traite des fourrures grandissait et qu'on se rendait loin dans l'ouest et au-delà du bassin de la mer du Thon, même dans le bassin de l'Arctique, vous prenez par exemple Fort Chipewyan, qui est à 2 saisons de transport de Montréal. Donc, les gens devaient demeurer en pays indien. De là vient le mot hivernant. Il partait de Montréal, montait à Fort William, et puis de là, il s'engageait pendant 1, 2, 3 saisons à hiverner en pays indien, à des postes, soit à faire du commerce à un poste, soit à avironner lorsqu'il revenait. Donc, il hivernait. C'était un hivernant pour les compagnies. Le salaire était également un petit peu plus élevé. Alors, voici que j'ai distingué 3 personnages très importants dans la traite des fourrures. Puis, 2 autres termes, et j'arrête là-dessus. Ah, il y a pas de temps. La fourrure abondante qu'on collectionnait dans les postes et qu'on emballait, c'était le castor. C'est sûr, il y avait le renard, la marque, le loup, le lynx et j'arrête. Mais le castor a été toujours très recherché par les compagnies de feutres en Europe pour faire ces fameux chapeaux de castor. Or, il faut distinguer entre 2 sortes de peau de castor. Le castor gras et le castor sec. Et pour moi, quand j'ai découvert ça, monsieur, m'adresse à vous, c'était une révélation. Parce que j'avais vu souvent mon père attraper des castors, tu les attrapes, tu coupes en dessous, c'est la fourrure ouverte, et puis tu mets des clous sur une feuille ou tu les enroules autour d'une feuille, d'une branche, tu les laisses sécher. Ça, c'est un castor sec. Vous le savez, castor sec. Alors, le castor gras, lui, c'est totalement différent. Je me dépêche, le castor gras, les Indiens attrapent des castors, renversent la fourrure sur leur peau et la portent longtemps. Donc, le poil de garde sur le castor, le poil du castor, il y a 2 sortes de poils. Le grand poil et le petit poil. Le grand poil, lui, tombe, le petit poil, c'est du lait. C'est le petit poil, surtout, qu'on sert pour faire le fun. Donc, les Indiennes et les enfants portaient le castor. Les castors les attrapaient sur leur peau. La graisse du corps, pendant plusieurs mois, faisait dégager les longs poils de garde. Et puis, ça faisait une fourrure excellente pour les feux terriers. Ça avait une grande valeur. Les Amérindiens, quand ils la plaçaient, ils n'en revenaient pas de se faire acheter de la fourrure, selon eux autres, de si mauvaise qualité. Et c'était ça, le castor gras. Castor sec, c'est tout ce qu'on voit dans nos régions. Quand vous voyez un castor, c'est un castor sec. Je ne parle pas que les femmes dans nos régions portent du castor, pas du castor. Et encore moins les demoiselles. Merci.
On a en Ville-Marie, jeudi, lorsqu'on a présenté on a fait notre présentation, on a eu la chance d'avoir M. Curé qui est venu nous parler, puis le premier habitant de Ville-Marie, James Kelly. Et comme j'avais dit à ce moment-là, sauf qu'on les a pas, mais on a un sanglier dans notre groupe. Il va vous parler pourquoi il s'appelle le sanglier. Ah, M. Sanglier. Eh oui, messieurs, Jean Dufort, et oui, mesdames, belle créature, dont je vois dans vos yeux tout l'amour qui brûle et dort. Moi, j'ai avironné pendant des semaines, et mon cœur est presque sec comme du bois mort. Il ne faudrait qu'une étincelle de vos yeux, ou un geste malicieux, pour que je me réveille et que je m'emporte en plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Je suis un sanglier d'Ardennes, mesdames et messieurs. Oh, on va oublier les messieurs, ça vaut même plus la peine d'en parler. Je suis un sanglier qui vient d'Ardennes, pays d'Europe où il y a des forêts immenses, des ruisseaux merveilleux et de la boue tant qu'on en veut. Mais voilà, il y a toujours des batailles et des guerres, alors j'ai été forcé de fuir. Et j'ai choisi de m'embarquer sur un bateau qui s'en allait en pays étranger. C'était un bateau agréable dès le départ, mais je me suis rendu compte qu'après peu de temps, que ce n'était pas la place d'un animal comme moi qui aimait la crasse, la boue et les espaces libres. J'ai trouvé ça très petit, je me suis rebellé et on m'a enfermé à fond de cale. J'étais pris comme un rat au milieu de tout un barda. Il y avait là des couvertures, des morceaux de fer et tout un embrouillamini de choses qui venaient des manufactures d'Europe et qui s'en allaient je ne sais où. Après un temps fou à ramer parmi tangage et roulis, remous et autres tempêtes, je suis arrivé quelque part. Mais je vois déjà que vous vous perdez, vous ne savez plus où j'en suis, et j'aurais besoin pour ça d'avoir quelques enfants pour m'aider à vous expliquer le tout. J'en aurais besoin de 3, mais je laisse au grand sexe le choix, car moi compter est très compliqué. 1, 2... 2,5. 2,5. Oh, grand sec, aide-moi, tu le sais bien que je n'y connais rien dans tous ces chiffres. 2, 2,5, 3. Ah, en voilà 3. 1,5, 2,5, 3. Bon, ben, on va asseoir ici un enfant. Un autre, là. Oh! Ah, on va faire ici un enfant. Venez, les enfants qui sont de moi, je les ai peut-être laissés l'automne dernier, alors profitons-en. Il m'en faudrait un petit tas ici, un autre petit tas ici, et un autre enfin dans ce coin tout rabougé. Hein? Deux ici. Installez-vous, mes amis, ce ne sera pas trop long. Vous aurez les fesses trempes, mais ça, ce n'est pas de notre faute. Ainsi donc, je suis ici en Europe, et me voici embarqué sur mon mot petit rapiot vers un endroit que je ne connaissais pas. C'est un endroit, paraît-il, merveilleux, où il fait soleil tout le temps et jamais il ne pleut. Ce ne doit pas être le fort, je peux vous le garantir. Nous arrivons ici et nous déchargeons une partie de la marchandise et nous embarquons à bord, et je vous préviens, je suis toujours à fond de cale, attaché comme un animal, et on me propose de faire un peu de place, car il faut en charger d'autres choses. Certes, on a éliminé quelques couvertures, je me demande bien pourquoi faire, car la température était vraiment très élevée dans cette région. On a éliminé quelques marchandises, et nous avons rempli des tonneaux, mes amis. Des tonneaux remplis de sucre et de rhum. Oh! Et ça, c'était une bénédiction pour moi, car j'étais, de surcroît, complètement écrasé par tout ce surcroît de poids. J'ai pris mon petit couteau et j'ai fait un trou. Le bateau a continué à voguer parmi les remous, mais je ne me souciais guère du tangage et du roulis, car j'avais découvert quelque chose qui, dans mon cœur, me maladie. J'ai bu tant que j'ai pu, et j'en ai oublié le moment de l'arrivée. Nous étions dans un pays nommé le Canada, un endroit où il fait agréable, où il y a des forêts, et j'ai entendu nommer où il y a aussi de la boue. Je me suis dit que nenni, je ne retournerai pas en Europe sur mon bateau, il me faut fuir à tout prix, il me faut me sauver maintenant. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé le plus vite possible dans une ville qui s'appelait, si je me souviens, Ville-Marie. Vous connaissez certainement cet endroit. Il n'est absolument pas proche d'ici. Il est au pied d'une montagne qui s'appelle le Mont-Royal. En cet endroit, j'ai rencontré un monsieur bien adroit qui m'a dit, si tu as des ennuis, je suis celui qu'il te faut. Et si tu veux te cacher, je peux t'engager. Je me suis dit, voilà qui est intéressant. Cet homme peut me prévenir de tout danger, je vais l'accompagner. Il m'invite donc et me présente un document sur lequel il est intitulé en haut 3 lettres que je ne peux lire, mais qu'il me lit agréablement. Il me
me dit, ne t'inquiète pas, ceci appartient à HBC. Je m'inquiète, qu'est-ce que cela? Il me dit, rien de tout, mon pauvre animal, ce n'est que la compagnie des haches bien coupantes. Sorti dans les bois, je me suis dit, voilà qui va faire un élément de choix. Je vais me retrouver en forêt et m'amuser tant que je peux. Et c'est ainsi, pauvres amis, les deux pauvres créatures, ayez pitié de moi, je vous en supplie. Je me suis retrouvé engagé pour 5 ans pour la compagnie HBC, dont j'ai appris plus tard que c'était la Hudson Bay Company, qui voulait que j'avironne du matin au soir dans un canot vers des destinations inconnues. J'ai souffert le martyre, j'ai vu des maringouins plus gros que nature, j'ai vu des mouches noires qui m'ont fait la vie dure, mais j'ai appris plein de choses, et en particulier sur la traite des fourrures. Mais je ne peux pas tout vous raconter, il y a quelqu'un de mieux qualifié que cela pour vous présenter le tout, et ma foi, je pense qu'il sera très vite présent. Merci les enfants. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je suis James Cameron. Enchanté d'être avec vous ce soir. Comme vous savez, Cameron nous sommes pas très origine canadienne-française, puisque je suis écossais. Alors, je me suis engagé pour la compagnie de la baie du Son, voilà maintenant 5 ans, et j'ai commencé ici, à Fort-Témiscamingue, à titre de commis. Il y a 3 ans déjà, j'ai été promu à titre de chef de poste. Et les voyageurs que vous voyez ici m'ont emmené du fort Abitibi jusqu'ici, à Fort-Témiscamingue. Enfin, nous avons complété notre route, puisque je devais m'acquitter de la tâche de ma tournée d'inspection, puisque je suis aussi chef du district du Témiscamingue. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est de retourner dans le passé et de vous imaginer au magasin du poste de traite de Fort-Témiscamingue. Il y a des créatures. Oh oui, oh oui. Des créatures blanches. Mon Dieu, que ça fait longtemps. Décidément, nous divers, vous ne changez jamais. Comment ça va, mon vieil ami? Ça va très bien. Mais vous revenez, je ne vous ai pas vu de tout l'hiver. Ah ben c'est ça, j'ai arrêté de compter. Ah, vous savez, l'année a été très difficile, nous avons eu des poux, j'ai été obligé de me couper les cheveux, passer le peigne. Mais ça ne fonctionne pas, j'en ai encore. Oh. Ça n'a pas changé les choses avec la compagnie. Oh non, ils n'ont pas changé trop. Bon, le magasin est en mode, j'ai bien quelques marchandises à échanger. Mais j'attends les voyageurs. Vous avez du rhum? Oh oui, j'ai du rhum. Vous avez du rhum, mon ami? Oui. J'ai toujours du rhum. Oui. Et tu connais mon beau-frère Gabriel? Oh oui, on s'est rencontrés, je crois. Gabriel des Deux Toits, dit la liberté. À la hauteur des terres. Sa famille habite la 2e montagne et la 3e rivière. Oh oui, la fois où nous avons bu du rhum. Oui, je me souviens maintenant. Et voilà, mon cher. Oh, ça fait longtemps. C'est correct, commence avec ça. On attend notre ami, là. C'est pas le carton, là. Alors, très grand à la bonne compagnie.
Pas la compagnie de la Bédusson. Non, la bonne compagnie. La bonne compagnie. Santé, santé. À nous. Sa petite Jamaïque. Comment vous dites déjà? Mais pas tirer des verres. C'est ça? Pas tirer des verres. Un autre petit? Allô? Loup d'hiver! Ah, M. Cameron. Ça fait longtemps que Loup d'hiver et Gabriel sont arrivés? Oh non, ça fait pas très longtemps. Ils viennent tout simplement d'arriver. Bon ami, M. Cameron. Bon, l'hiver était bon, Loup d'hiver? Ça a été très bien. L'hiver était très froid. Mais vous savez, M. Cameron, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les hivers froids, ça veut dire que les fourrures sont épaisses, lustrées. Je l'espère. Est-ce que tu as eu beaucoup de castors gras? J'en ai 100 dans mon canot. Portés par toi et ta famille? Pour moi, ça ne serait pas la même chose, mais certainement Gabriel et ma femme et mes enfants, toute la famille nous ont portés. Bon, nous allons prendre le temps de regarder ces fourrures, mais avant, est-ce que nos noms sont servi à ce monsieur? Oh non, nous n'avons pas vu encore. Vous ne l'avez pas vu? Non, Bon. on a souvent. Oui, c'est le temps de... Oui. Monsieur Cameron? Oui. Ron peut aider un petit peu les affaires, hein? Rappelez-vous, M. Cameron. Quand on a eu avec les autres, là. À la santé de l'honorable compagnie de la Bédusson. Oui. Et aussi, les Queens. Santé. Vous avez ça, M. Cameron. À la reine. La reine. La reine, les reines, ça, c'est comme des orignaux, mais c'est différent. Correct, ça deux ans. J'ai chanceux de ne pas connaître ça. En fait, je suis allé porter un ballot à l'arrière. Ah, je me demandais où il était. Il est déjà là. Oui, il y a un ballot à l'arrière et il y a le ballot ici, alors je... On va vous montrer ça, M. Cameron. Regardez-moi ça. Bon. Un petit castor sec. Ça, j'en ai à peu près 40. Pas mal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, monsieur, vous avez l'air à connaître ça. Bon, vous avez dit qu'il y a un autre ballon à inspecter en arrière? Oui, il y a un ballot qu'ils sont apportés tantôt. On a Tout à fait, M. Cameron. Vous savez, vous pouvez toujours compter sur nous. On a de tout cette année. 130 castors gras, la meilleure qualité. Gabriel, allez, vite! C'est pour ça qu'on a des câbles, on laisse la tâche dessus. OK, vous trinquez à deux. Oui, je connais le policier de la compagnie, M. Cameron Patcher. Vous êtes porté un petit peu sur la bouteille, Donald. OK? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Mais, Donald, je vais devoir réviser le contrat. M. Cameron, il va falloir que je parle de votre femme algonquienne alors. Quoi, Mrs. Cannon? Oui, je vais en parler à Mrs. Cameron si vous me dénoncez à la compagnie. Moi, si je parle de votre femme, Donald? Hein? Donald? Qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Vous voulez parler de cette algonquienne que je fréquente? Tu comprends vite, hein? Oui, M. Cameron. OK. Désolé, M. Cameron. En l'hiver, j'ai des belles marchandises à te... Oui, on a vu ça. Les nouveaux arrivages, regarde ici. Le tabac du Brésil, meilleure qualité. Tabac du Brésil. Très bon, on en échange beaucoup cette année. Ça, c'est parce que vous n'avez plus de la Virginie. Ça pue, ça. Oh non, c'est très bon tabac, c'est très safe. Tu sais, les plaques que tu vois dans les places orignaux des fois, là, même affaire que ça. L'hiver, tu connais pas tout. Ça, c'est le meilleur. La Virginie, c'est Regarde les couteaux, mes nouveaux couteaux. Meilleure qualité. mieux que ceux de l'année passée. Ça gèle en hiver, ça casse. L'hiver, belle perle, Gabriel, pour tes femmes. Oui, ça, on pourrait s'en servir pour traquer. Ça, c'est certain. Bon,
Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Oui, tranquille. Laisse-moi le faire. OK. J'ai besoin de 5 cornes à poudre. 5 cornes à poudre. 5 cornes à poudre. C'est beaucoup. Le piège, les pièges, comme celui que vous m'avez comme ceux-là. Il y en avait des. C'est pareil? Oui. Quel en faire? Alors, Les pièges, la poudre, des pièges, j'en ai besoin de combien? 5 aussi. Pierre à fusil, une vingtaine. Vingtaine? Le tabac, il n'est pas bien bon, mais... Je peux vous faire un carotte si vous préférez. OK, 2 carottes. 2 carottes? 2 OK. carottes. N'as-tu du Virginie en arrière? Je pense qu'il m'en reste un. OK, bien. Mets le Virginie de top, je prendrai le restant... OK, so une carotte Virginie et une carotte Brésil. OK. Et puis... combien de grammes? Avant. 5 gallons de rhum. Goût d'hiver, 5 gallons de rhum. Mais oui. Tu exagères un petit peu, hein? Est-ce que tu sais comment froid que c'est à l'hiver là-bas, toi? Bon, Est-ce que tu as déjà passé à l'hiver dans... Le mieux que je peux faire, c'est un demi-gallon de rhum. Non. Pas possible. Bon, j'ai compté les fourrures, je regarde ce que tu m'offres, la qualité qui est moyenne. Alors, ce que nous pouvons t'offrir, ça va être 2 poudres pour le fusil. Les pierres à fusil, combien tu as besoin? 20. Je t'en offre une quinzaine. 2 traps. Non, tes traps, tu m'as dit 5, ça va. Pour le tabac, je dois réduire la moitié. Hein? Sinon, je dois arriver à faire mon profit. Et pour le rhum, ce sera un demi-gallon. Ramasse, Gabriel, je ramasse. Il y a un indépendant là, au deuxième chute, on va aller voir lui parce que vous m'écoutez, là, tous les ans c'est la même affaire. L'année passée, ou il y a 2 hivers, quand on est venu, avec le même montant de fourrure, il nous a donné plus que qu'est-ce que je te demande cette année. L'hiver, va voir ce macho, je le connais. Avec ce que tu offres, il n'arrivera pas à faire son profit. Bon, OK. Je peux t'offrir un peu. J'augmente 1 livre de tabac et je t'offre 1 gallon de rhum. 2. Comment? Rhum. 2 gallons de rhum, monsieur. 2 gallons. Ça pense qu'il L'hiver, je t'ai écouté. J'ai augmenté. Je crois que c'est le meilleur arrangement que tu peux avoir. C'est certain qu'au 3e chute, la langue ne sera pas si bon, Gabriel. Hein? Ça ne tente pas. Alors... Oui, parce qu'on n'a jamais eu que cette année, on en a de la très bonne. Hein? Ça, on ne peut pas discuter. Oh non, on va s'appuyer. Santé. Santé! Santé. Honorable compagnie. Et voilà, mes amis, comment loup d'hiver c'est encore fait. Les gars, on s'en va décharger les canaux qu'on va rejoindre tout à l'heure. Bonne idée. Gabriel, on va faire un petit coup. Ouais. Mais ne vous y trompez pas, mes amis, belle créature à la peau de velours. Il arrive parfois que ce ne soit pas toujours le même qui gagne. Cela change de tout. Il y a parfois celui qui apporte les fourrures qui gagne un peu. Et il y a parfois celui qui les collecte qui fait de son mieux. Mais il y a une règle générale, la compagnie trouve ce compte. Elle finit par faire des profits et grâce à elle, nous, on vit. Nous sommes des voyageurs, nous dépendons d'elle, nous avons recours à elle pour nous enrichir également. Car n'oubliez pas que lorsqu'on travaille pour la compagnie HBC, les haches bien coupantes, nous sommes payés 3 fois le prix d'un engagé dans une ferme restée là-bas au pays. Alors ça nous intéresse de faire un coup d'argent. Nous sommes jeunes, nous sommes beaux, nous découvrons des espaces immenses et des beaux yeux doux qui nous entourent ce soir. Et je suis sûr que plus tard dans la soirée, ils sauront se rapprocher de moi comme il se doit. Mais que voulez-vous? Pour arriver à cela, il faut souffrir un peu, car se promener toute la journée en canot, en avironnant encore et encore, il faut aussi franchir des obstacles insurmontables qui ne sont pas de l'eau. Et pour cela, il faut faire des portages. Et le portage pour un voyageur,
c'est ce qui lui fait le plus peur. Mais nous avons Monsieur Hibou qui va vous dire tout. Méfiez-vous de sanglier. 2-3 rondes, mesdemoiselles, et ça lui monte aux mains. Ah oui. Heureusement, tu m'as épargné. J'avais cru comprendre Gouin. Oh! La pire chose qui pouvait nous arriver, ce n'est pas que avironner toute la journée. La pire chose qui nous arrive engagez-vous qui disait, dans notre travail, c'est les portages. De transporter de ces ballots calamités de bout de crème de... On marche tout courbé toute la journée. Savez-vous ce que c'est d'endurer, marcher courbé toute la journée? Il y en a qui voient gros, il y en a qui mènent pas large, il y en a qui se défoncent. Hey! Mais c'est notre ami Bruno. Regardez, là, un ballot, comment il porte sur son front. Bruno! Oui. Ça va? Ça va très bien. On lui en met 1, 2 comme ça, un autre. Quoi? Bruno. Bruno! Combien tu peux l'emporter? Dis. Mais sur ton dos! Ah! Tu sais, je suis responsable d'au moins 6 ballots. Oui, on est... Ah oui, vraiment? Hey, attention au feu! Hey, aidez-lui, ça n'a pas de bon sens, là. Vous avez vu, là? Avez-vous une idée de combien pèse un ballot? Je sais qu'il y en a qui le savent, ils connaissent ça. 90 kilos? Livres? Ah, tu parles en livres, toi? Alors, c'est ça, il y en a, c'est 90 livres, il a raison, 41 kilos chacun. Vous avez vu, là? Tout indiqué que ça contient. Alors, il y avait quand on a partagé à la tribu des Hydro-Québécois, on est obligé de passer 3 de barrages. Ah, moi, j'aime pas ça, faire des portages. Tu le sais ben trop. Et moi, là, transporter des affaires 2-3 fois, je pense pas. T'as raison. Moi, 5-6 ballots, c'est le même que je vais. 5-6 ballots. Tu en mets pas mal. Ouais. Moi, je te dirais que 5-6 ballots, là, à la fin de la journée, je sais pas si c'est l'âge, mais je sais que Mais, tu t'en rappelles, en haut des rapides, quand j'en ai porté 8? J'ai connu Chief Solomon, du Mistassini, le voyageur, là, il portait, oui. Mais toi, je t'ai jamais vu. C'est vrai, c'était seulement 6. Mais 5 ballots. 5 ballots? Mais pourquoi diable portes-tu 5 ballots? Espèce de... Savez-vous pourquoi il en portait 5? C'est pour avoir des lampées de rhum. Parce que passer 2 ballots, ça c'était obligatoire, mais 3, 4, 5... Vous m'avez vu hier. 5 ballots. Ouais, mais pas longtemps. Pas longtemps. Moi, vous dire franchement, quand j'en porte 5, là, je m'aperçois à la fin de la journée que la raideur change de place. Eh oui. Ah oui, la raideur change de place. Mais peut-être que toi aussi, tu devrais changer de place. Ah ben, bien mon ami, je te laisse ta place. Mais en quittant, j'aimerais bien te demander, avec tout le respect que je te dois, j'en suis sûr. J'admire ton sanglier, mais aimerais-tu, toi, avoir une tête de cheval au lieu? Oh, mais certainement, un voyageur a toujours faim. Une tête de cheval pour déjeuner, rien ne me ferait plus plaisir. Ah oui, j'aimerais ça. Absolument. Afin de me remplir. Afin de te remplir, pas pour la manger. Je te parle sur les épaules. Aimerais-tu avoir une tête de cheval? Non, oui ou non? Évidemment que non. Écarte ta tête de sanglier. Ta cochon. Nous allons simplement nous transporter dans un autre monde, le monde des rêves, celui où on oublie tout lorsque l'on avironne. Et pour cela, nous avons notre ami Rossignol qui va vous en faire une démonstration. Bonsoir, gens du pays.
Comme vous venez de le remarquer, nous sommes des gens fort ardents au travail. Quand on travaille fort. Quand on avironne fort. Mais également, nous sommes des gens qui aimons le plaisir, nous aimons nous amuser. Nous aimons surtout danser et chanter. Le soir, autour d'un beau feu, là, nous aimons ça nous détendre. Mais chanter, c'était pas seulement le soir autour du feu, c'était tous les jours dans les canaux qu'on chantait. La raison pour ça, c'est parce qu'on chante, parce que ça donne une cadence, ça donne un bon rythme, ça garde la vitesse des canaux. Alors c'est pour ça que lorsque les compagnies rencontraient un voyageur qui va chanter, ils lui accordaient 1% de plus sur son contrat. 1% de plus Mensonge que cela! C'était tellement important qu'il lui accordait cette 1%. Et puis, pour vous donner une idée, vous l'avez entendu l'après-midi, mais on va reprendre une chanson vous avez entendue l'après-midi, c'est Ram Ram. Et puis, je vous inviterai à vous joindre à moi, puisqu'on s'est pratiqué l'après-midi pour la chanter. Alors, ensemble, Ram 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 donc, le tour du monde, le tour du monde, Ram 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 donc, le tour du monde, nous ferons. On est parti tôt ce matin, le vent du large caresse nos mains, plus de soucis, loin des rivages, il n'y a que rêver lendemain. Ram, 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 donc, le tour du monde, le tour du monde, ram, 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 donc, le tour du monde, nous ferons. Sourire aux lèvres, le cœur léger, fini le temps de s'attarder. Suivons l'aile du goéland dans son élan de liberté. Ram, 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 donc, le tour du monde, le tour du monde, ram, 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 donc, le tour du monde, nous ferons. Il est trop tard pour retourner, j'entends déjà chanter les fées. Sur l'arc-en-ciel, on est monté vers l'océan de l'éternité. Ram, 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 donc, le tour du monde, le tour du monde, ram, 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 donc, le tour du monde, nous ferons. Notre corps se languit de ne pas être chez nous. Lorsque les ennuis viennent face à nous, il n'y a rien de mieux qu'une bonne chanson pour nous remonter leur morale et nous donner la force d'affronter ce qui se présente à nous. Les portages interminables, les vagues plus hautes que nous et plus grosses que tous les monstres imaginaires que l'on peut rencontrer sur la planète Terre. Il y a bien sûr, en plus de cela, des endroits inconnus, des destinations où nous n'avons jamais été. Et moi, pauvre petit sanglier, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup, car toutes les routes de canaux, elles sont nombreuses et infinies. Et pour vous préciser un peu cela, nous avons notre ami Bruno qui va vous en dire plus sur tous ces chemins qui... Je suis très très content d'être ici, en ce beau. Ça fait du bien prendre 2-3 jours de repos. Vous savez qu'on a déjà passé par ici. On arrive du lac Abitibi, au fort Abitibi. On est après descendre la rivière vers le sud. On a arrêté ici une couple de jours pour prendre nos fourrures et pour prendre un peu de repos. La rivière des 15 est dure sur le dos. Ouf. Vous savez qu'on s'en va vers le sud jusqu'à la Chine pour amener nos fourrures. Mais nous avons parti le 30 mars passé de la Chine. Nous avons monté la rivière des Outaouais et puis à Mattawa, continuer vers le nord pour finalement
amené des marchandises ici, à Fort-Témiscamingue, et puis nous avons continué vers le nord pour amener d'autres marchandises au fort Abitibi. Et puis, en passant vers le fort, nous avons amené Monsieur Cameron, le Chief Trader, pour inspecter les forts des alentours. Mais moi, dans mes 10 dernières années d'avironnage, j'ai fait 2 grandes routes. Donc, celle que je viens juste de vous parler, la route du Nord. La deuxième route, encore, on part de la Chine à Montréal, on monte la rivière de l'Outaouais, et puis dans une région avec beaucoup de falaises, nommée Matawa. Matawa, en Anishinaabe, veut dire une fourche. Donc, c'est là où ce que nous décidons si que nous voulons venir vers le nord ou s'en aller vers l'ouest, aux grandes étendues des terres. Donc, c'est de là, on prend le lac Nipissing, la rivière des Français, on tombe dans la grande baie Georgiane, nous continuons vers des rivières, des grandes rivières, des petites rivières, pour finalement arriver au grand lac supérieur. Un lac très spiritueux, beaucoup d'esprit. Des fois, il y a de la vague incroyable sur ce lac. Et puis finalement, nous arrivons à Fort William, dans la région de Thunder Bay. Fort William, c'est la région où il faut qu'on prenne une décision. Des fois, la fameuse compagnie décide de changer nos contrats sans nous le dire. Et puis, décide pour nous si on continue pour devenir hivernant. Moi, des hivernants, j'en veux pas. Je veux pas savoir rien des hivernants, je veux être un voyageur. Donc, j'ai une grosse décision à prendre lorsque je vais arriver à Fort William. C'est là, je regarde ma fameuse ceinture fléchée que ma bien-aimée a tressée l'hiver passé. C'est correct, mon bouillon, c'est correct. Je veux m'en retourner. Cool. Eh oui, maudite soit la compagnie HBC. C'est à croire qu'elle voudrait nous voir crever. Qu'on s'étale juste là, en contrebas d'un fossé ou d'un talus, qu'on y plante simplement une croix, mort du scorbut, ou écrasé par les flots dans un rapide que nous aurions mal maîtrisé, ou complètement crevé de nos entrailles sous les poids des ballots trop pesants. Car il faut le savoir, mesdames et messieurs, la souffrance est présente tous les jours et la mort est parfois au carrefour. Mais ce n'est pas la seule raison. Dans cette compagnie que nous n'aimons guère certains jours, nous l'adorons le lendemain, car il y a entre nous, dans une équipe comme la nôtre, une force unique qui nous tient solidaires. Et il y a aussi l'esprit de loyauté. L'esprit de loyauté qui fait que la compagnie existe et que nous restons forts. Vive la compagnie! Vive la compagnie! Nous chantons tous en ce beau jour de fête. Vive la compagnie! Et que bonheur plane toujours sur nos têtes. Vive la compagnie! Vive la, vive la, vive la roi! Vive la, vive la, vive la roi! Vive la roi! Vive la reine! Vive la compagnie! Ici nous avons pour combler nos désirs. Vive la compagnie! Travail assidu mais aussi vrai plaisir. Vive la compagnie! Vive la, vive la, vive le roi! Vive la, vive la, vive le roi! Vive le roi! Vive la reine! Vive la compagnie! Vive la liberté! Vous êtes toute une gang d'esclaves, ils vont tous vous crever. Nous creverons peut-être l'univers, mais peut-être nous survivrons mieux que toi, qui vis de Rome et de femmes d'un pays iroquois. Mais que voulez-vous que nous y fassions? Cela est notre vie et jour après jour nous environne. Il y a des petits canaux et des grands canaux et il y a plein de choses que vous devez savoir à ce sujet. Alors j'invite le grand sec à vous en faire le reflet. Merci Sanglier. Pour faire le grand périple qu'on a accompli cette semaine,
On a utilisé ce que vous voyez derrière les voyageurs, ça s'appelle l'Arabasca. Lorsque l'homme blanc était venu ici dans ces contrées, l'Algonquin avait déjà fait un canot d'écorce que vous avez vu, si les gens ont pris le temps de le regarder. Il était à peu près 10 pieds, 8 pieds, 12 pieds, 14 pieds, c'était à peu près ça le maximum. Mais l'homme blanc voit toujours bien grand. Il a décidé qu'il voulait transporter les bateaux. Alors il s'est mis à l'étirer. Il a essayé un peu plus grand. Il est allé jusqu'à 26 pieds, comme notre canot. Il est allé jusqu'à 35 pieds, 40 pieds, 45 pieds. Ben, ça ne marchait plus parce qu'il faut que tu sautes les rapides. Et des fois, des portages. Et un canot de 26 pieds qui pèse 350 livres, ça laisse des bleus. Hein, les gars? Le portage qu'on a fait à la chute de Giovanni entre Anguilly et Notre-Dame-du-Nord, le lendemain matin, on s'est aperçu que, ça faisait mal. Mais, je ne suis pas aussi pour parler du canot, j'aimerais plutôt vous présenter les équipages qui ont fait les canots, parce qu'un équipage, ça embarque ensemble, ça vit ensemble, ça mange ensemble, ça boit du rhum ensemble, ça dort ensemble. Après une semaine, t'es pas mal tanné d'être ensemble. Non. J'avais... C'est toi, Sanglier! Mais moi, je t'aime, grand sec! Merci, Bruno. Je vais vous présenter l'équipage. Notre équipage devait faire attention parce qu'on avait le canot de la reine. Merci à Port-Témiscamingue. Merci à Port-Témiscamingue d'avoir prêté l'Arabasca. Alors, je vais vous nommer mon équipage. Alors, à l'avant, il y avait le Bruno. Attention, les gars! Et derrière lui, il y avait le Sanglier. Malgré que nous chante contre la compagnie, il a décidé d'y participer. Mon ami Gabriel qui nous roule après le il y avait moi qui étais sur l'avant-dernier banc et il y avait le renard. Taisez-vous. Il y avait le renard qui était celui qui avait le gouverneur. Et sa petite fille avait une fête, on lui a donné son congé. On a rajouté quelqu'un, il y avait M. Navant, qui est venu nous voir une journée. Et il y avait... Et il y en avait plusieurs d'autres. Il y avait un fait particulier, c'est qu'on avait des invités. Il y en a qui ont fait le trajet, j'en vois deux ici, Mme Lam, Mme Evelyne, qui ont fait le trajet entre Anguilly et Notre-Dame-du-Nord. Et elles sont survécues! Le but, c'était de montrer aux gens que c'est pas faire du Arabasca. Pour nous, c'était une première. Faire un projet de cette envergure dans une Arabasca. Hein? Ah oui. Puis le plus difficile, c'était aujourd'hui. C'était plus dur en ville Marie Port-Témiscamingue à cause de la houle. Mais je pense qu'on a mis à bon port. Madame la Reine, Mrs. the Queen, you have your boat. Je peux rajouter quelque chose. Aussi, pour les gens qui n'étaient pas ici vers 4h30, il y a eu une certaine rivalité qui s'est passée pendant le voyage. Parce que quand tu es 5 gars dans un canot et 6 ou 7 dans l'autre, dépendant, parce qu'il y avait tout le temps plus de gens dans l'autre canot que dans le nôtre, il y a une certaine rivalité pour ces gars. Alors, il y avait des choses à régler aujourd'hui. C'est qui le meilleur canot? On a sauté des rapides, on sait que c'était qui parce que nous autres, on n'a pas frappé de brochet en sautant les rapides. Alors, aujourd'hui, ça se réglait. À 4h30, il y a eu une course entre les deux brigades. Est-ce que vous pouvez deviner qui a gagné? Oui, vas-y. Les renards. Hein? Lequel le renard? Alors, c'est le meilleur équipage du trajet, les amis. Merci. Merci beaucoup. L'autre équipage va venir présenter son spoiler. Oui, parce que j'aimerais juste ajouter, avant que l'autre équipage se présente, j'avais dit à Evelyne et à Anne, à chaque fois qu'on frappe une roche, vu qu'on a un canot d'arène, n'oubliez pas, on frappe un brochet. Maudit de brochet. Alors, quand on a runné le canot, on a dit, on a frappé seulement avec des brochets. Je peux vérifier, les invités vont tous te dire la même chose. Merci de m'avoir soutenu. Le compteur va venir vous parler du deuxième bateau qui est resté toujours derrière. Merci, Grand Sec. Dans le canot de l'association de canot camping du lac Témiscamingue, nous avions à l'avant Rossignol.
bien sous. J'ai fait la queue de Bertie faire du match. Oh yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Oh yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Gouvernail, j'étais gouvernail à la fin et nous avions comme milieu le hibou. Vous ne voyez rien, mais il entend tout. Titi, il était occupé également la place de milieu. On accompagnait également le directeur de la compagnie. Comme de raison, naturel. Nous devons cependant préciser quelque chose. Lors de la course, vous avez bien vu notre canot bien se positionner. Le départ était excellent. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, hein? Dites oui. Oui. Ensuite, nous avons parti. Oui. Oui. Soudain, vous avez vu l'autre canot nous heurter. Non. Ils se sont replacés, plus ou moins comme ceci. Nous étions en avant. Ils nous ont heurtés à nouveau. Dites oui. Et c'est ce qui fait que l'an prochain, nous réglerons une fois pour toutes cette course. On va la régler, cette affaire-là. Attends un petit peu, compteur. Non. Un voyageur, ça ne triche jamais. Ça s'arrange toujours pour gagner. Pas la même chose. Deux canons, c'est un peu peu. D'habitude, nous sommes une brigade complète composée de 5 canons. Car nous avons des marchandises à transporter, mais aussi du poids mort. Des personnages importants qui s'assisent une fois pour toutes et ne bougent plus durant le trajet. Mais n'ayez crainte, ils ne se ferment pas la trappe. Ils s'expriment tout le long en disant « plus vite, plus vite, plus vite encore ». Et nous pensons dans notre tête « plus vite, plus vite, plus vite encore ». Ferme ta trappe, Christy de Bois-Mort. Mais ils ne font rien. Ils attendent qu'on leur débarque au portage, car ils ne veulent pas souiller leurs chaussures ou leur habillement. Ce sont des gens importants. Un maître de poste avec un chapeau haut qui dans les branches s'accroche et nous permet de rire de haut. Mais il y a aussi pire que cela, des créatures, des belles natures, des dames de haut rang que nous ne pouvons même pas toucher. Nous devons les saluer, nous étendre à terre pour les protéger des incidents et arrêter à tout instant pour leur permettre d'aller voir derrière les buissons s'il ne fait pas plus beau que à côté de notre aviron. Cela est très gênant, cela redarde de notre temps. Nous allons mettre plus et plus de semaines pour rejoindre l'endroit où nous devons apporter nos éléments. Mais que voulez-vous? Ce sont des personnes importantes, elles appartiennent à la compagnie, et notre tâche est de les servir du mieux que nous le pouvons. Nous en avons une de ces créatures si belle et si parfumée que nous ne pouvons nous empêcher de rêver, mais elle n'est pas du même rang que nous, c'est une demoiselle d'importance, et elle se présentera devant vous dans quelques instants. Bravo! Bonsoir, mesdames, messieurs, je me nomme Frances Anne Hopkins. Je suis née en Angleterre en 1838. Étant de descendance d'une famille d'artistes, j'ai eu la chance de prendre des cours de peinture. Ceci est un rêve pour toutes les jeunes filles en Angleterre. Mon mari, Edward, a dû être... nous étions en Angleterre et nous avons dû venir nous établir en Amérique, la Chine, Québec, à cause de son travail. Il est le directeur de la compagnie de la baie d'Hudson. Je suis une de ces rares femmes qui a la chance de voyager avec les voyageurs grâce à son travail. Ceci veut dire que
nous avions un siège. Avoir un siège veut dire, comme Saint-Dié l'a bien décrit, nous n'avons pas besoin d'avironner. Alors moi, étant un artiste, j'ai observé beaucoup les traits faciaux des voyageurs, ce qui m'a inspiré à mettre ces traits dans des peintures et de voir le courage, la force que ça demande d'être un voyageur. J'ai eu la chance de regarder, de voir votre belle nature, vos beaux lacs et votre belle forêt. Et aujourd'hui, je m'en viens apporter une de mes peintures à votre galerie ici au Fort Témiscamingue. Comme vous voyez, celle-ci est une de mes favorites. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de faire des peintures à l'huile. Nous devions faire des peintures à l'eau car ce n'était pas ladylike d'utiliser des produits qui avaient des senteurs et qui étaient malpropres. Je suis une des premières artistes qui a fait des peintures à l'huile. Vous voyez, les garçons, les voyageurs sont tous sur cette photo, sur ma peinture. Alors, je voudrais que vous lui donniez une bonne main d'applaudissements pour m'avoir amené à ma destination. Charroyer cet épouvantail tout le long du chemin est un véritable calvaire. Et de surcroît, elle trouve beau de nous voir souffrir et de nous aplatir sans cesse à terre. Elle est d'une impudence sans pareille. Mais grâce à elle, mes amis et mes belles créatures, dont j'ai de plus en plus envie, je m'assois, nous avons des souvenirs immémoriaux de ce que sont que les voyages ici dans les pays d'en haut. Nous avons, tout au long du chemin, accumulé des souffrances et des petites peines. Et si nous pouvons chanter en avironnant pour soulager cela, une fois au campement, lorsque nous avons réparé nos canaux d'écorce et vérifié que tout le matériel est en état, nous prenons une petite pause afin de nous amuser. Et pour ce faire, nous avons besoin de jeux. Des jeux, mes amis, c'est ce qu'il y a de mieux pour un voyageur. Mais vous vous en doutez, ce sont des jeux d'une intelligence supérieure et où il n'a pas question de force et d'adresse, car nous sommes de ravissantes créatures débordant d'affinité pour les lettres et autres lectures. H, B, C. Je connais l'alphabet. Un volontaire pour les jeux, peut-être? Oui, oui. Oh, oui, Saint-Julien. Vas-y, mon compteur. Alors, lorsque nous devons relâcher en situation de mauvais temps, les voyageurs commençaient à jouer toutes sortes de tours. Comme le tir au poignet. Apportez les voyageurs, le ballon. Oui, un ballon. Il nous faut un voyageur. Voyageur. Tir au poignet. Viens, voyageur. Oui, voyageur. Viens. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la foule qui voudrait tenter ce voyageur? Ben oui, ce monsieur qui est un violonneux est certainement un homme avec beaucoup de puissance. Mais voyons. Est-ce qu'il y aurait des gens qui veulent essayer ce voyageur? Viens, voyageur. Tu es petit, mais tu as montré du courage lors de nos sorties. Vous resterez surpris, mesdames et messieurs, avec ce voyageur. Regardez bien cela. Par-toi, mon ami. Ou toi, mon ami. Ouais, Timo, s'il n'y aura pas la tâche facile. Allez, Bruno, j'avais toutes les poches de ces situations. Je suis pas capable de concentrer, monsieur. Oh. C'est bon.
deux peut-être surtout. Monsieur Lavant? Et toi, travaille avec sur la toi. OK, Monsieur Lavant. Il était mon Bruno. Monsieur Lavant. Oh, Monsieur Lavant. Ça, c'est modifié la blonde, Monsieur Lavant. Au revoir. Et toi, Lavant, m'a oublié, là, OK? Comment ça va? On les encourage, let's go! Hey! Let's go! La force qu'un volontaire peut déployer. Étant donné que le monsieur est parti, je m'occupe de ce qu'il faut. Votre gilet. Bien. Je vais montrer vos muscles. Ça va, ça va. Alors, Bruno, tu veux essayer ce volontaire à Fort-Témiscamingue? J'ai un peu mal au bras, il me semble qu'il y a une petite tension là-dedans. J'ai beaucoup confiance dans ce volontaire. OK. Attention, mesdames et messieurs. Prends ton temps, mon homme, prends ton temps. J'ai vraiment besoin de silence. Ça va se déranger. La concentration de ces voyageurs est nécessaire. Monsieur? On y va. Avant mon nœud, n'importe quoi. Est-ce quelqu'un qui travaille à l'hôpital ici? Où ta mère? Madame, rendez vos voyageurs. Il y a quelque chose au Il arrive quelque part dans ces tours d'adresse que les voyageurs se brisent le bras et on est passablement certain. De regarder, monsieur le compteur. Où est Bruno? Elle ramène, là, elle ramène. Oh, voici Bruno, avec la gabrielle. Madame l'infirmière, c'est moi, là. Madame l'infirmière. Hey, comment vous, Bruno? Si on lui donnait du drum, pensez-vous que ça serait bon? Oh, oui. Ah, oui. C'est bon. Les médicaments, c'est méchant, mais le rhum, c'est bon. Es-tu capable, Bruno? C'est donc. Ça. Hein? C'est un autre. Un autre qui donne, Bruno? Je pense qu'il va virer. Guérir, mais où est-ce qu'on servait, un ou l'autre? Essaye donc maintenant ton bras, Bruno. Eh, bravo! Aïe, aïe! Je pense qu'il m'a cassé le bras! Oh, on va prendre un peu de rhum! Nous faisons tout ça, le jeu. Nous allons essayer maintenant la jambette, le jeu de la jambette. Hey, grand sec! Grand sec! Est-ce qu'on a grand sec autour? Grand sec! Titi! Viens, mon Titi. C'est certainement capable. C'est bon, Voyageur! Oui! Regardez bien ceci. Alors, les voyageurs se couchent sur le sol. Un se couche, l'autre lui fait face. Par la main. Et généralement, les
voyageurs gagent en libération de tabac de Rome. Est-ce que vous êtes prêts? Il s'agit de renverser le voyageur. Oh, attends, moi j'ai besoin de l'opinion avant de parier, là. Oui. Mademoiselle, vous qui vous y connaissez en jambes et jambettes, sur qui est-ce que je devrais parier pour ne pas perdre mon rhum? Ici, vous avez naturel. Et là, vous avez un titi... solide. Un titi solide. Votre choix? Ah, mais je mets tout mon rhum sur titi. Attends, on mesure. Il me semblait que vous n'avez pas calculé. Hey, c'est pas un calcul, ça. Oh, Mathurin. Attention, La vérité va sortir. 1, 2, on y va. Oh, il s'accroche. Avec le champion de voyageurs. Alors, pouvez-vous saluer? Ces gens sont... Merci beaucoup. Alors, prenez position, messieurs. Prenez position, messieurs. Alors, préparez-vous, messieurs, concentrez-vous. Dans quelques moments, nous aurons la récompense de Rome au vainqueur de cette compétition. Est-ce qu'on est prêt, messieurs? On va se laisser pour le fun, pour voir des femmes. Non, on ne fait jamais ça pour le fun avec les gens. Et vous le faites avec les gens. Pour vous pratiquer, vous détendre un petit peu. 1, 2, et 3. Prenez un bon petit coup de rame. Ça va être bon, ça. On a quelqu'un qui peut faire la jambette, c'est trop tard. Alors on a Le tir au nord. embarque la pied au nord. D'après votre forme, vous êtes vraiment un futur voyageur, monsieur. Alors, regardez comme il est beau, la parfaite grandeur. Ni trop grand, ni trop petit, assez large que pour porter. Les genoux sont rentrés dans le canot, exactement ce qu'il faut. Voulez-vous mettre une croix au bas d'un contrat? C'est pas écrit. C'est parfait, on y engage. Savez-vous nager? Non plus. C'est très important, c'est ça qu'il nous faut. Car si vous ne savez pas nager, vous serez moins tenté de sauter les bas rapides et de risquer les ballots. Nous voulons des hommes solides, mais qui ont peur des flots. Car comme ça, ils prendront le temps de portager tout le matériel sans risquer de sombrer. Alors, messieurs, c'est très simple. Un renard à quatre pattes et une longue queue. Derrière votre... Pouvez-vous faire l'affaire, mon frère? C'est bien. Un renard à quatre pattes. À genoux. À quatre pattes, on a dit. Et une longue queue. Étirez vos jambes. Étirez vos jambes. OK, on va replacer la ceinture au centre. Savez-vous, mes amis, où se trouve votre derrière? C'est dans cette direction que vous devez aller. Si lui te tire puis tu touches à ça, c'est lui qui gagne. Attention, messieurs. Tirez par derrière. Dans cette direction. Non, toi, c'est là. Attention. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, wow! Hey, c'est par là, l'arrière, OK?
surhumain. C'est surhumain, ça. Surhumain de la traîne. Un petit coup de rhum pour ce monsieur. Champion premier, hein? C'est merveilleux, messieurs. Je vois en vous la possibilité d'être grand voyageur. C'est ton père, ça? C'est ton père. Lève ton bras pour cette partie. Lève son bras. Mais on va essayer ça avec le champion des voyageurs. Hey, champion des voyageurs! Tu vas affronter le champion des voyageurs. Oh! Alors, messieurs, mesdames, faites vos jeux. Vous allez voir la plus belle tire au nord, le champion des voyageurs et le champion de l'autre. Et que vous le croyez ou non, ce champion a fait 3 jours d'aviron pour venir combattre notre ami Mathurin. Il n'a pas eu peur de parcourir du chemin. C'est qu'à l'été passé, il m'a battu. Ah! Une histoire infinie. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais faites attention, mes amis, de ne pas succomber d'effroi. Hey, compteur, là. Oui, le compteur. Compteur. 3 poches de thé pour Mathieu. Une cravate de tabac, ce Mathurin. Allez! C'est parti! Oui, 2 bouteilles de rhum. 2 bouteilles de rhum. Non. Il y a quelqu'un qui a osé dire qu'on a triché. Il n'en est rien. Nous nous sommes arrangés pour gagner. C'est pas pareil. Et voilà, mes amis, comment se terminent nos journées. Nous avons travaillé 15 heures aujourd'hui. Nous sommes partis dès l'aube, le ventre creux, car nous n'avions pas le temps de déjeuner, comme d'habitude. Après quelques temps, nous nous sommes arrêtés pour une pipée et nous avons raléché le fond d'un chaudron à moitié séché. C'est notre lot quotidien. Nous nous sommes arrêtés pour l'heure du midi, qui n'est pas à midi, vous vous en doutez, vu l'heure matinale, et nous nous sommes remplis la panse d'un petit tas léger. Car il ne faut pas non plus s'arrêter pour aller dans le bois. Mais il faut continuer à avironner bien plus vite jusqu'au soir. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas non plus par hasard. Certes, nous aimons avironner, certes, nous avons tous des talents cachés et des capacités, mais il y a quelqu'un parmi nous qui est plus fort que vous tous réunis et qui est capable de tenir un groupe entièrement uni. Mais moi, je n'y connais rien là-dedans, j'aurais peur de m'en mêler les plats. Je vais donc laisser le grand sec qui sait lire, écrire et quelquefois calculer tout vous expliquer. Merci, Sanglier. Je vous disais tantôt qu'on est parti le 17 juillet et on a marché dans l'eau, on est allé dans l'eau, il a mouillé, mais on avait une marraine qui nous suivait partout, qui nous attendait avec son petit drapeau rouge. Puis je pense que ce soir, là, les voyageurs, on va les chercher, on l'emmène, on monte aux gens. C'est grâce à elle qu'on s'est rendu jusqu'ici. Oui! Lorsque nous nous sommes aventurés sur la rivière des 15, nous avions 15 rapides à franchir le même jour. Il était une histoire qui était interminable et nous avions peur de surcroît, car sur certains rochers, nous avons vu des images d'effroi. Heureusement,
nous avions quelqu'un qui avait emporté avec lui un peu de tabac et nous l'avons offert au sein de la rivière à tous les esprits méchants et gentils. Cela nous a pas permis de franchir les flots sans plus d'accroc. Mais pour le voyageur, toutes ces craintes restent internes. Et on a toujours peur de se faire emporter par le malin ou ces créatures gigantesques qui peuvent sortir de n'importe où lorsque nous partageons ou lorsque nous avironnons. Aussi, les voyageurs ont-ils beaucoup de légendes, des histoires à vous faire frémir sous la tente. Chanceux que vous êtes, car le voyageur n'en a point. Seules les personnes importantes ont une tente. Le voyageur, lui, se contente d'un canot et d'une couverture, bien sûr de laine, avec 3 lettres dessus, HBC, et plusieurs lignes noires qui en indiquent le prix en castor. Nous ne les payons pas en castor, hélas, mais ils l'ôtent de notre paie. Mais je dois vous dire, car nous avons expérimenté chacun notre tour durant cette semaine, que le canot et la couverture, si on fait abstraction des maringouins, des mouchoirs et de la pluie, est très confortable. Nous vous invitons donc à tendre l'oreille, car il y a parmi nous quelqu'un qui saura y faire avec une légende du pays. Et pour ne pas qu'il se perde au milieu des flots, je propose qu'on en installe ici même un énorme ballot, car le personnage a tout son poids. On va donc vous laisser entre vos mains. Où est notre hivernant? Il devrait être ici présent. Bientôt, mon ami. Ah! Voici, mes amis, l'hivernant Jean Joly. Mon ami Sanglier, mais t'as dit quelque chose, en fait, c'est pas toi, mais c'est mon ami de Bolo qui a dit quelque chose tantôt. Vous savez, ce n'est pas un choix toujours d'être hivernant. Lorsqu'on est arrivé à Fort-Témiscamingue, des fois on demande de prolonger le contrat. Alors, mon cher Bruno, ce sera avec grand plaisir que je partirai avec vous, mais malheureusement, M. Cameron ne peut pas se passer de moi. Oh! Veux-tu te passer de son rhum? Je vais y répondre plus tard. Vous savez, lorsqu'on raconte une légende, il est toujours de guerre, toujours entier. Oui, on va se rapprocher ça, voir. 1, 2, 2. On n'a pas de son là-dedans. Oh oui, ne t'inquiète pas. Notre ami Camério en prendra soin. Ah, t'as fait... Ah oui, ok. Vous avez fait un pacte avec le diable, c'est ça? Absolument. Il va voler ton âme et l'emporter loin de moi. Ah, ça fait longtemps que j'ai vendu. Vous allez comprendre pourquoi après. Il y a de cela très très longtemps, lorsqu'on m'a raconté cette légende, on m'a dit une chose très importante, et c'est la suivante. C'est qu'il faut raconter cette légende au maximum de personnes, pour que jamais, au grand jamais, on ne répète les mêmes choses, puisqu'on apprend avec l'histoire, n'est-ce pas? Alors cette légende s'intitule « La chasse-galerie ». Cette légende a été popularisée il y a bien longtemps, dans le temps des camps des bûcherons. Et vous savez, son origine nous vient des voyageurs. À cette époque, j'étais hivernant et je couchais à chaque année à Fort-Témiscamingue, quelquefois revenais au printemps. C'était une année très difficile et très longue. On passait notre temps à bûcher, à faire du bois de chauffage pour M. Cameron, à faire la pêche avant que l'hiver arrive, pour avoir nos provisions pour l'hiver. Parce que tous les beaux petits villages qui foisonnent la Témiscamingue, tant du côté québécois que du côté ontarien maintenant, n'étaient pas là à l'époque. Un bon soir, temps de fête, on était arrivé à un 31 décembre. Et comme vous le savez tous, le 31 décembre étant de réjouissance n'importe où, n'importe quand. Donc, on était rassemblés ici à Fort-Témiscamingue. M. Cameron, depuis belle lurette, dormait. Le rhum n'étant pas très difficile à convaincre un Écossais. Alors, nous étions attablés avec quelques hivernants, quelques voyageurs cette année-là qui, malheureusement, avaient brisé leur canot d'écorce et n'avaient pas pu retourner à Montréal. En tout ce beau monde-là couchait dans nos maisons de personnel. Je vous dirais que quand quelqu'un a sorti une guimbarde, on a eu bien du fun.
Mais il est arrivé un temps où il a fallu se coucher. Il devait pas être bien loin de minuit quand il y a quelqu'un qui m'a donné une grande secousse. J'ai bondi. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on se fait réveiller à minuit. Mettons que ça avait été arrangé, ça aurait ressemblé à ça. Mais ça l'est pas. Toujours est-il que je me suis fait réveiller à peu près de même. J'ai sauté d'un bond de ma paillasse pour réaliser que le grand Jean-Baptiste était à côté de moi. Le grand Jean-Baptiste, comment je vous dirais ça? Il était pas trop catholique. Peut-être que l'eau d'hiver, tu le connais, toi. Il est où mon loup d'hiver? Je le vois plus. Il cuve son rhum. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que loup d'hiver, lui aussi, il n'a pas fait ses Pâques, ça fait un bout de temps. On appelait ça faire des Pâques de renard. Ça faisait bien du temps qu'il n'était pas allé à la confesse, puis tout le monde disait que il avait des pensées plutôt bizarres. Mettons qu'il parlait avec les mauvaises personnes. Genre, ceux qui habitent en dessous de la terre, dans le feu. Vous voyez à quoi je veux en venir? Toujours est-il que Jean-Baptiste était devant moi, avec un grand sourire. Entre deux rottes de rhum, j'ai un beau d'y dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tu me réponds, pourquoi tu me réveilles à minuit comme ça? Et il dit, Jean Joly, on a besoin de toi. Là, 31 décembre, minuit le soir, je vais pas aller faire du bois de chauffage certain, là. On est 7. Il faut être un chiffre pair. Alors, tu me perds pas mal, là, je sais pas compter. Ben, il dit, dans le canot, faut qu'on soit 8. 6, 4, 2, ou bedon 8. Fait que là, regardez Jean-Baptiste, j'ai dit, veux-tu bien te dire qu'est-ce que tu parles? Il dit, hey, tu t'ennuies pas de ta blonde, toi, un peu? Wow. À cette pensée-là, moi, vous dire, va vous dire, mon bas-ventre, c'est comme allumé un peu, là. Je me suis mis à penser à toutes ces belles soirées avec une jolie fille qui s'appelle Marianne. Mais toujours est-il qu'il était à Montréal, puis qu'il n'était pas question de monter là. Je veux dire, imaginez en canot, ça nous prend un mois, en raquette, ça nous aurait bien pris un an. Fait que là, toujours est-il que je regarde Jean-Baptiste, puis je dis, ben oui, mais là, le canot, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Tu veux mettre des patins après ça? Il dit non. Ce que je te propose, c'est un petit peu plus risqué. Je te propose de courir la chasse-galerie. Et pour ce faire, il faudra qu'on promette 2 choses. La première, de ne pas s'agréer, de ne pas jurer, de ne pas prononcer le nom du bon Dieu, ni de celui qui reste en dessous de la terre. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne devra pas accrocher un clocher d'église. J'ai dit, bah, ça va, pas trop compliqué. Faut venir avant 6 heures demain matin aussi. Bon, ça me va. T'embarques-tu? Certain? Hey, vois si j'aurais manqué ça pour aller voir ma blonde, hein? Fait que ça n'a pas pris 2 secondes, j'étais embarqué dans le canot. Il m'avait placé en avant parce que du temps que c'était moi qui étais dans le canot, j'étais avant moi aussi. Fait que j'étais dans mon canot avec Jean-Baptiste en arrière. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois les paroles magiques que nous allons répéter ensemble, si vous le voulez bien. Je vais le faire une fois. Abracadabri, abracadabram, fais-nous voler au-dessus des montagnes. Alors maintenant que vous êtes réchauffés, moi de même. Abracadabri, abracadabram, fais-nous voler au-dessus des montagnes. La dernière syllabe n'était pas prononcée, que le canot était déjà dans les airs. Et puis Jean-Baptiste, de son dire, avait le feu au cul, parce que Lucifer, en arrière, avait empoigné le canot dans ses mains, et puis il transportait à des vitesses vertigineuses. Bon, c'était à une époque aussi où, comment je vous dirais ça? Ben, les petites rivières font les grands fleuves, puis les petits gobelets vident les cruches. Ce qui fait que on comprenait pas trop ce qui se passait, étant donné qu'on était en train de cuver notre robe. À un moment donné, tout allait bien, je dirigeais Jean-Baptiste. On arrive pas loin de Montréal. Puis c'est là que Jean-Baptiste, il se met à faire son fin finot un peu, puis il dit « Hey, on devrait descendre un peu dans les rues de Montréal, faire peur aux passants qui sont encore dehors. » Fait qu'on descend,
pas loin du Mont-Royal. Hey, je vais vous dire quelque chose, ça faisait pas bien longtemps qu'il avait mis une croix par-dessus ça. On l'avait jamais vu, nous autres. J'étais à peu près à 10 pieds quand je suis venu à bout de dire « Vive! Vive, bâtard, la croix sur le Mont-Royal! » Je vais vous dire, on a été chanceux. On l'a juste évité. Puis les passants qui étaient à Montréal, ben, il y avait juste le temps de se revirer puis de voir une espèce de poussière lumineuse se promener. Ils n'ont jamais vraiment compris ce qui s'était passé. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, on arrive à Lavaltrie, mon petit village. On descend dans le champ du mononcle de Jean-Baptiste, qui était habitué de le voir arriver en canot, lui. Fait qu'on atterrit dans un gros banc de neige. Quand on est sorti là, on en avait à peu près jusqu'à la taille. On a marché, se frayé un chemin dans la belle neige folle jusqu'à la maison du dit mononcle. Et puis quand on est rentré là, ben on n'a pas trouvé personne. Sauf une vieille madame, je me souviens pas de son nom. Puis elle nous a bien convaincus que probablement que tout le monde était de l'autre côté du fleuve, à une autre petite paroisse. Ça a l'air qu'il y avait un rigodon. Ah, pas de problème. On a remonté dans le canot. Et on a dit les paroles magiques. Abracadabri, abracadabram, fais-nous voler au-dessus des montagnes. Je vous dis que là, on est parti sur toute une chire. J'ai juste eu le temps de m'enligner sur l'autre bord, sa petite paroisse, puis de dire à Jean-Baptiste, « OK, on descend! » On était déjà dans le banc de neige. On est venu à bout de sortir de là au bout de 5 minutes, parce qu'on avait à peu près jusqu'au bois de rail. On est arrivé à la petite maison de cette paroisse-là. Hey, je vous dis, ça souvenait tellement là-dedans que le toit de la caboose, il levait tout seul. Il y avait au moins 2-3 violons là-dedans, une coupe de gigueux, puis toutes les plus belles filles des paroisses environnantes s'étaient donné le mot pour être là. Bien entendu, la belle Marianne était là aussi. Fait qu'on s'est dégrayé, et puis là, tout le monde, vous comprenez bien qu'ils nous ont posé des questions. Comment ça, vous n'êtes pas pris au Témiscamingue, mais semblait que vous passiez l'hiver là-bas? C'est là que Jean-Baptiste il nous a sauvés un peu, puis qu'il nous a dit, laissez-nous le temps de dégrailler, danser une coupe de rille avec vous autres, puis on vous expliquera après ça. Fait que, on se dégraille, puis juste avant de danser, Jean-Baptiste, il nous rassemble, puis il nous dit, OK les gars, à soir, j'aimerais ça que pas trop de monde boive, parce qu'il faut repartir avant 6 heures demain matin pour être à l'ouvrage, pour pas que M. Cameron s'en aperçoive, puis qu'on garde tous nos armes. Fait que, je vous dis que ça n'a pas pris de temps que j'ai spoté Marianne. Je me suis avancé, était avec un Frobisher, un maudit anglais, là. Je vous dis que ça n'a pas pris de temps que je l'ai tassé de là. On a dansé. À un moment donné, la tête me tournait tellement, je savais plus trop j'étais où. Puis le temps a passé, les heures se sont écoulées, puis à un moment donné, après avoir fini une coupe de rille en ligne, j'étais un peu étourdi. J'ai juste eu le temps de me revirer, puis voir à la table où les gars ils buvaient, que Jean-Baptiste était dans le whisky blanc par-dessus la cravate. Fait que là, je me suis dit, ouais, je pense que c'est le temps qu'on parte. Fait que j'ai rassemblé les gars. On a ramassé Jean-Baptiste qui roulait en dessous d'une table. On l'a assis dans le canot. On a essayé d'y coller un aviron dans ses mains parce que ça tenait pas fort. Je me suis mis en avant. Tout le monde a pris sa position dans le canot. Et Jean-Baptiste s'est époumoné une fois de plus. Abracadabri, abracadabram, fais-nous voler au-dessus des montagnes. Et là, mes amis, on a pris toute une chire une fois de plus. On n'a même pas levé 6 pieds dans les airs. Jean-Baptiste y avait placé son aviron par en l'air de même. Le banc de neige est arrivé assez vite. Quelques minutes plus tard, quand tout le monde a repris ses esprits, mon Jean-Baptiste il était dans la neige, puis il sacrait comme un démon. Toutes les patois, tous les sacs qu'il avait appris dans sa pas trop sainte vie, il les a dit d'affilée. Comme les gars, on voulait pas perdre notre âme, qu'on voulait revenir au travail pour pas perdre notre job auprès de M. Cameron, je vais vous dire qu'on l'a attaché, ça n'a pas pris de temps. Hein? On y a mis un beau baillon dans la bouche, puis comme il bougeait trop, on est obligé de l'assommer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait qu'on l'a étendu dans le fond du canot, puis c'est moi qui s'est mis à l'arrière, comme c'est moi qui connaissais un petit peu plus ça. Puis on a tous mis les gars, les 7. Mais moi, vous dire, les chiffres pairs, c'est vrai. Quand t'es impair, je l'ai compris assez vite, ça se manœuvrait assez mal. Avait de la misère à garder ça à gauche puis à droite. À un moment donné, on était pas bien loin de Montréal, on n'avait pas fait un gros bout. Le Jean-Baptiste, dans le fond du canot, je sais pas comment il a fait le maudit, mais il s'est dépris de là.
il a enlevé son bâillon, puis il s'est remis à sacrer comme un démon. Il a pris l'aviron qui traînait, il s'est levé de bout de carré, puis il a commencé à jouer avec son aviron de même. Pour vous dire, c'est assez difficile d'éviter un aviron, hein? On a pris toute une chire. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Yes, monsieur, le clocher de Sainte-Thérèse. On l'a jamais vu arriver, celle-là. Mais pas trop fort, hein? Une belle croix, bien pointue, bien affilée par un forgeron tel qu'on n'en connaît plus aujourd'hui. Ça a juste éraflé le bas du canot. Mais à la vitesse qu'on allait, ça a fendu. Fait que moi vous dire que le restant du voyage, il s'est fait les genoux de même collés sur le bord. Fait que là, on essayait de pas tomber. Puis il y avait mon Jean-Baptiste que lui, il avait mis ses 2 pieds, ses plates-bandes, il était debout avec son aviron, puis il sacrait comme un démon, puis il essayait de nous faire tout planter. Et bien d'essayer d'éviter un nos coups, en est mangé un sur la gueule, comme on dit. C'est là qu'on a pris un autre chire. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? La croix du Mont-Royal. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais elle est assez grosse encore aujourd'hui. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais dans mon lit, à Fort-Témiscamingue. Étrangement, j'avais des souvenirs, mais pas trop précis de la soirée. Puis les gars, on n'était pas ben enclins à parler de ça, hein. On sait pas ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. On l'a jamais retrouvé. Mais, je vais vous faire une confidence. Les gars, le 31 au soir, pas ben loin de minuit, on se rassemble dehors à Fort-Témiscamingue. Puis si la lune est claire, on peut voir passer un canot tout seul, avec un gars, les 2 pattes, ses plates-bandes, en faisant tourner son aviron de même. Passer à travers la lune. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est si jamais quelqu'un vous parle de farfadets, de fées, d'elfes, de loups-garous ou encore de chasse-galerie, ben mon conseil à moi, là, c'est pense-y peu. Parce que ça, c'est pas un bon chrétien. Puis il y a une chose aussi qui est importante. C'est quand on est un bon chrétien, on risque pas son âme à Satan. Et c'est sur ça que je termine cette légende. Et je vous invite à la raconter à votre tour, à votre manière, pour que partout à travers notre contrée, on ne fasse plus la même erreur. Parce que c'est bien beau la chasse-galerie, mais il y a du danger. Alors, j'inviterai l'équipe du Fort-Témiscamingue à venir me rejoindre. Parce que je pense que tous les voyageurs qui ont fait ce périple-là de 10 jours, qui sont venus sur Fort-Témiscamingue, qui ont bravé les flots, qui ont bravé les nuages et tout ça, méritent une main d'applaudissement chaleureuse et tout le monde. Patrimoine riche de l'histoire du Canada, de l'histoire du Fort-Témiscamingue, avec une interprétation magistrale parce que, comme le dit si bien le grand sec, je vais voler ses paroles, il y en a qui écrivent l'histoire et il y en a d'autres qui la vivent. Nous, ici, on a le loisir de vous en faire partager un petit bout et je vous en remercie grandement. Je voudrais remercier aussi toute l'équipe du Fort-Témiscamingue. J'en ai toute l'équipe parce qu'ils ont travaillé très fort depuis un mois pour mettre ça sur pied, pour vous accueillir et tout ça. Et aujourd'hui, malgré la température, on a réussi tout à essayer de se virer de bord pour vous offrir la meilleure journée qu'on pouvait dans les circonstances. Alors, une bonne main d'applaudissement aussi à l'équipe. Marilyn, puis Annie qui nous ont bien gros aidés là-dedans. S'il y a 2 personnes qui ont travaillé fort là-dessus, c'est probablement eux autres. Mais on aimerait aussi vous féliciter d'être venus, de ne pas avoir hésité d'être venus au Fort-Témiscamingue et puis revenez tout au cours de l'été. On a d'autres activités. À tous les dimanches, on aura des dimanches d'eau.
sur la culture autochtone et à tous les jours, il y a de l'interprétation, de l'activité costumée pour justement toujours continuer à l'apprendre et à vivre des expériences qui se sont passées sur le Fort-Témiscamingue. Et on invite les gens à venir au feu de camp ici en bas pour finir cette soirée-là tout en douceur. Merci beaucoup. M. Denoncourt. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir plutôt. Le spectacle vient de se terminer. La compagnie est aussi passée à Relais. Quelles sont vos impressions d'une organisation comme ça, d'un fait historique qui est reconstitué? J'ai trouvé ça fantastique. En fait, il m'avait jamais été donné de voir une reconstitution historique aussi complexe sur une aussi longue période de temps. Il faut dire quand même que j'ai visité certains lieux de Parc Canada, comme Louisbourg, d'autres endroits en Gaspésie, certains endroits comme ça. Puis j'avais jamais vu, bien sûr, on voit sur dans Parc Canada, sur les lieux historiques, comme ça, on voit les gens habillés en habits d'époque, mais avec une reconstitution historique d'une telle complexité sur plusieurs jours, ça, j'avais jamais vu ça, puis j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant. Puis de les voir venir dans notre propre localité, tu sais, c'est comme si le musée venait chez nous, là. Ça, c'était vraiment aussi, vraiment le fun. D'aller chercher aussi quelque chose dans chaque endroit, les gens de la place qui avaient organisé eux-mêmes quelque chose de différent à chaque endroit, ça devait être intéressant aussi. Oui, on a dû écrire une lettre qu'on a envoyée. Bon, là, on essayait de se mettre dans l'idée du contexte de l'époque. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce qui était très intéressant aussi, c'est de participer aux différentes activités qu'ils organisaient, comme les jeux d'adresse ou les autres choses. Ce qu'on n'a pas la chance non plus de faire dans les plus gros parcs historiques, peut-être, ou à d'autres occasions, là, on a moins la chance. Et là, on avait l'impression de faire partie de la présentation, faire partie comme de l'histoire. C'était vraiment le fun. Tous les personnages étaient vraiment imprégnés, là. C'est ça qui est intéressant aussi. Je parlais aux jeux, puis... Ah oui, c'était surprenant de voir à quel point ils campaient leur rôle, puis ils demeuraient dedans. Donc, on pouvait parler avec eux autres, puis les questionner. Ça, bien sûr, ça, dans les lieux historiques, c'est comme ça. On peut questionner les gens sur... Mais là, ces gens-là, tu voyais qu'ils les vivaient, leurs personnages, qui avaient passé leur journée à pagayer pour vrai. On avait l'impression qu'ils arrivaient là, de la terre de Rupert, là, en haut. Là. On avait l'impression qu'ils descendaient, là, puis qu'ils étaient des vrais voyageurs. Beaucoup de connaissances, donc ça avait l'air vrai aussi. Ça avait pas l'air d'être à travers le chapeau. Là. Ah oui, tu vois qu'il y a une certaine recherche là, qui a été faite. Il y avait une bonne exactitude des faits. Puis aussi, chaque personnage avait un rôle particulier à jouer dans le spectacle. Il y avait le sanglier là, qui prenait beaucoup de place, qui était extravagant, très sympathique. Il y avait le conteur, le rossignol. Il y avait tous des noms qui ressemblaient à des vrais noms de surnoms là, d'hommes des bois. Là. Puis vous, vous habitez à Relais. Si vous aviez des choses à refaire, si vous aviez des choses à refaire autrement pour l'an prochain, par exemple, si ça se refaisait, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez autrement? Ah, bien sûr. Si nous, on a eu des petits pépins là, au niveau de l'organisation, une personne qui était en charge de l'organisation, puis finalement, c'est désisté. On a su à la dernière minute. Donc, si on était au courant d'avance, une prochaine fois, on essaierait d'organiser quelque chose. Je pense à Rémini, ils ont organisé un gros méchoui. À Notre-Dame-du-Nord aussi, je pense qu'ils ont fait quelque chose de bien. Donc, nous, c'était pas tellement nombreux. Les gens de la localité avaient été peut-être pas suffisamment informés. Une prochaine fois, là, j'aimerais ça qu'on s'organiserait là, pour recevoir les voyageurs dignement.
Là, en tout cas, au moins, il va y avoir un peu plus de publicité. Les gens vont voir à quoi ça ressemblait. Peut-être que l'an prochain, il y aura encore un accueil, une participation plus grande. Ah, ce serait fantastique. C'est sûr qu'on aurait, sûrement un bon repas, le show. Là. Ben, ils ont été bien accueillis. Ils ont eu des fèves au lard, des choses comme ça. Mais une prochaine fois, je pense qu'on essaierait d'attirer plus de gens. Puis, c'est ça, d'essayer de faire une fête. Profiter de l'occasion pour faire une plus grosse fête que qu'est-ce qui est arrivé. Là. Bon, au moins, quand on est conscient, c'est déjà bien. Quand on a des projets comme ça, c'est intéressant. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Loup d'hiver. Bonsoir. Alors, tu es un des 6 qui a fait toute la randonnée au complet, donc à partir du Haut-des-Terres jusqu'à Fort-Témiscamingue aujourd'hui. Tes impressions après ce 10 jours de voyage-là? Bien, pour moi, c'était une expérience pas mal unique du côté personnel et aussi du côté historique. On a revécu une histoire qui s'est passée dans notre pays et puis, après l'avoir vécu à notre manière, ça nous fait comprendre comment les vrais voyageurs qui ont passé ici, il y a 200 et 300 ans passés, avaient pu voir le pays, peut-être pour la première fois, qu'est-ce qu'il y avait là, la beauté de notre paysage dans notre coin, et aussi l'endurance qu'avaient ces gens-là, parce que nous autres, on a fait dans 10 jours, qu'est-ce que les voyageurs faisaient dans à peu près 4 jours. Alors, on sait que notre endurance est presque au bout. Ce soir, on est arrivé au Fort-Témiscamingue, on vient de faire notre dernier spectacle, parce que c'était aussi 2 volets. On vivait l'expérience de faire ce trajet-là, mais arrivé au village qui nous accueillait, on prenait des forces un peu, on trouvait du jeu en 4 parts, et puis on faisait un genre de spectacle qui était, j'espère, éducatif en même temps que on faisait rire le monde et on avait bien du fun. Ça a été quoi un peu la préparation, par exemple, pour ton rôle? Est-ce que tu as fouillé un peu l'historique? Ou... Mon rôle, ça fait à peu près 8 ans que je le joue. Loup d'hiver, c'est un ancien voyageur qui s'est écœuré de la compagnie et puis qui est devenu coureur des bois. Il y a une longue histoire derrière ce personnage-là que j'ai fait des recherches et puis j'ai pris un petit peu des recherches que j'ai prises et un petit peu de qu'est-ce que je sais de certains de mes ancêtres. Je mélange ça ensemble et puis c'est là où est né Loup d'hiver. Ouais, parce que c'est ça, c'est vous campez vraiment votre personnage. Vous étiez dans votre personnage du début de la journée jusqu'à la fin, puis c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, pour les gens. Je pense qu'est-ce qui arrive, c'est... Et puis les autres voyageurs, il y en a certains qui disent la même chose. Une fois que tu mets ton costume, et puis qu'est-ce qui t'identifie comme voyageur, que ça soit ta tuque, ta ceinture fléchée, ta chemise à grand collet, ils deviennent le personnage qu'ils ont adapté. Il y en a certains d'entre nous que ça fait depuis 1991 ou 92 qu'ils vivent avec le personnage. Et puis c'est seulement quand on est dans un environnement comme celui-ci ou celle du canotage qu'on peut vraiment laisser sortir ce personnage-là. Autrement, dans le monde d'aujourd'hui, il ne serait pas acceptable. Et là, bon, ça fait une dizaine de jours que vous êtes tous ensemble. Même si vous êtes content de retrouver le confort, ça doit faire un peu bizarre de retourner à la maison, d'être seul, de lâcher cette gang-là. Bien, c'est ça fait comme un petit peu de déchirement parce que c'est certain qu'on a vécu des choses et puis il y a une certaine fraternité qui s'est formée. Il y avait dans mon canot des gens que je connaissais depuis longtemps et aussi des gens que j'ai rencontrés juste dernièrement. Alors, je suis content de revenir à la maison. Je suis content d'une certaine manière de reprendre la vie normale, si on peut appeler ça, mais ça me fait de la peine de laisser le groupe. Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées plus difficiles, plus faciles, qui seraient à changer? Bien, pour moi, personnellement, faut avouer que je n'étais pas dans le même état physique que le restant de la gang. Et puis, je suis d'un certain âge, comme on dit. Alors, je le savais que je n'étais pas m'arracher un peu. Et puis, la première journée, je n'étais pas à l'égalité des autres. La deuxième journée, j'en ai repris. Je pense par la troisième, je suivais assez bien dans le canot et la cadence. Et puis, la cadence était assez rapide, comme tu as vu quand tu étais dans notre canot. Et puis une fois la cadence prise, il faut la garder. Et puis,
Du côté physique, ça a été ça, et aussi le portage. Porter un canot qui pèse 350 livres pour à peu près 1 kilomètre. C'est sinueux en plus, là. Hein? C'est ça. Et puis, toi, tu connais le paysage dans lequel on a transporté ce canot-là. Maintenant, on remet vraiment dans le passé. Et puis, nous autres, on était 10 qui le portaient. Dans le temps, il y avait peut-être été 4 ou 5. Et puis, les fardeaux auraient été beaucoup plus lourds parce qu'il y avait presque 1,5 tonne de marchandises dans le canot. Alors, imaginez-vous ça. Dans le pot des gars qui l'ont vraiment vécu il y a quelques siècles passés, porter le canot à 4 ou 6 et aussi presque au-dessus d'une tonne de marchandises, c'est presque impensable parce que nous autres, on sait qu'on on poussait en faisant ça. Alors, c'était toute une expérience. On pourrait en parler de toutes sortes de différents aspects. Et puis, c'est certain, on fait une rencontre. Là, on se laisse ce soir. Dans quelques semaines, les gens vont se rassembler. On va faire, tu peux excuser l'expression anglaise, un wrap-up de tout ça. Et puis, c'est certain et j'espère qu'à ce temps-là, il va y avoir des photos qui vont être revenues. Et puis, c'est certain que tous les gars qui ont vécu ça, chaque fois qu'on va se rencontrer, là, il y a certainement quelque chose. En tout cas, bravo. C'était une belle randonnée. Puis on vous souhaite de refaire une expérience comme ça une autre fois. Merci.